Bonjour et bienvenue au podcast Samedi de lire. Aujourd'hui, on conclut notre série science-fiction avec un livre que Marie-Claire a fait un avis de lecture sur ton compte Instagram avec une vraiment mignonne, belle. Elle est belle. Ouais, très belle couverture. Belle. Je te laisse nous présenter le livre. Alors, je vais vous présenter aujourd'hui Outre Sable de Yu Owie et publié, moi, l'édition que j'ai ici, chez Babel. Est-ce que ça, c'est un livre poche? Ouais, format poche. Pas ton format favori? Préféré? Pas mon format favori. Non, mais j'ai quand même pas eu de difficulté à le lire, celui-là. Ça s'est bien lu. L'avis de lecture sera présenté plus en détail après ces quelques mots parce que je prends toujours plaisir à vous inviter, vous abonner, partager, commenter, aimer les différents contenus du podcast Samedi de lire sur YouTube, Spotify, Balado Québec, ainsi que les contenus sur mes différents réseaux sociaux. Pour moi, c'est tout simplement Véro et La Raton Lisa sur Instagram. Pour Marie-Claire. Marie-Claire, ce petit livre en format de poche comparé à tous les livres que je vois dans ta bibliothèque a quand même une magnifique couleur. Moi, j'aime ça, là, comme le rose sur la couverture. Hein? Là, on n'arrête pas de parler des couvertures dans les derniers podcasts. Je le sais. C'est sûr que la couverture est toujours vendeuse. C'est sûr que ça fait toujours un effet quand tu le vois sur une tablette en librairie. Ils savent, les éditeurs, ce qu'ils font. Mais, Et c'est un format poche d'à peu près 400 pages. Exactement. Que tu as certainement beaucoup aimé parce qu'il se présente à l'intérieur. Je l'ai vraiment beaucoup aimé. Puis c'est ma découverte. Moi, j'ai découvert l'auteur, Yu Owie, par ce livre-là. Sauf qu'il a fait avant une trilogie qui s'appelle Silo. Et puis aussi, il paraît que c'est vraiment très, très bon. J'ai le tome 1 d'ailleurs dans ma pile à lire. Donc cet été ou prochainement, en tout cas, je vais le lire. Mais en attendant, comme premier contact avec cet auteur-là, Outre Sable, c'était vraiment excellent. Est-ce que tu savais... tu connaissais cet auteur-là avant de mettre l'autre livre? Tu sais, Silo, étais-tu déjà dans ta pile à lire? On en avait parlé, mon chum et moi, parce que, bon, je sais pas si vous avez déjà entendu dans nos différents podcasts par le passé, mon chum m'offre souvent des livres pour toutes les occasions, Noël, ma fête, Saint-Valentin. Changement de saison. Je regardais ça l'autre jour, je me dis, ça nous ferait presque une fête par mois, là. Bref. Puis là, mais il me demandait, parce que ça y est arrivé 2 fois dernièrement, de m'offrir des livres que j'avais déjà. Fait que là, je dis, Bernard, pauvre toi, mon chéri. Oui. Fait que là, je dis là, il me pose des questions dans le fond. Est-ce que tu connais cet auteur-là? Puis là, si oui, t'as-tu lu telle affaire? T'sais, il veut me faire quand même la surprise, mais il n'a pas le choix de nous poser un peu de questions parce que, bon. Il commence à en avoir quelques-uns, là. Oui, 2 fois le prieuré de l'Oranger. C'est un peu beaucoup dans une bibliothèque, sachant la place que ça prend. Bref, tout ça pour dire qu'il me demandait est-ce que tu connais Yu Owie, tout ça. Fait que là, j'avais été faire une petite recherche, puis j'avais vu Outre Sable, puis je dis je l'ai vu passer plusieurs fois, lui. Fait que j'ai dit je vais me l'acheter. Fait que oublie le projet. Fait que là, il me dit, en même temps, il me parle de Silo, tout ça. Puis quand j'ai acheté, en fait, la question c'était est-ce que quand j'ai acheté Outre Sable, j'ai acheté Silo en même temps. Oui. Mais c'est ça. Donc, moi puis Bernard, on était Fait qu'on savait que c'était quelque chose d'appréciable, quelque chose qui avait quand même connu un certain succès. Et envers les gens qui sont amateurs de science-fiction. Et donc, c'est pour ça. Mais moi, j'ai décidé de commencer par Outre Sable parce que pour le moment, c'est un tome 1. Je crois qu'il y aura je pense que la suite est déjà écrite en anglais, si je me trompe pas. Oui, parce que là, on confirme que c'est un auteur qui n'est pas français. Non, qui n'est pas français. Je vais y aller de ce pas avec le résumé de lecture. Oui, parce que c'est de quoi on parle dans cette. Alors donc, parce que si on se fait à la couverture, on voit un homme qui est dans un habit qui pourrait nous faire penser à un habit d'astronaute. Donc, on pourrait croire, avec le cordon ici qui le relie, on croirait que c'est un astronaute qui est dans l'espace. Bon, sauf que le fond est rose, n'est pas noir. Ah, pour vrai, il n'est pas dans le corps de quelqu'un? Non, ça aurait pu. Non, il vient de se passer plein d'images parce que... Oui. Non, il est pas dans le corps de quelqu'un. En fait, il est dans le sable. Alors, on est dans un lointain avenir post-apocalyptique. La Terre est recouverte entièrement de plusieurs centaines de mètres de sable. Donc, comme la civilisation telle qu'on la connaît nous aujourd'hui, les villes, les constructions, tout ça, ça a disparu. C'est complètement enfoui sous le sable. Les gens du futur, pour pouvoir
pouvoir aller chercher des matières premières, parce qu'on s'entend qu'il n'y a plus vraiment d'arbres qui poussent, il n'y a plus rien. Là. Ils doivent aller creuser dans le sable pour aller chercher les vestiges des civilisations anciennes. Dans le fond, ils rentrent à l'intérieur du désert, le sable, ils plongent dans le sable, puis ils vont à la quête de ce qu'ils ont besoin. Mais là, tu vas me dire, comment font-ils? Puisque le sable, c'est quand même quelque chose de lourd, de dense. Tu peux pas plonger là-dedans pendant des centaines de mètres sans mourir étouffé. Là. Hein? Donc, d'où la création de cet ingénieux habit qui ressemble à un habit de cosmonaute, dans le fond. C'est un habit, c'est une combinaison qui permet de pouvoir se mouvoir dans le sable comme si on était sous l'eau. Mais pour ça, ça prend une extrêmement grande concentration, ça prend beaucoup de capacité intellectuelle, si on veut, être capable d'être calme, concentré, puis être capable d'imaginer que le sable se tasse devant nous. Mais il ne va pas se tasser comme un tunnel, là, tu ne vas pas marcher là-dedans debout, là, ça va vraiment être comme si tu nageais dans l'eau, donc tu vas déplacer le sable avec tes bras, tes jambes, ta tête, comme si tu déplaçais de l'eau. OK? Donc, il se passe quelque chose entre la disposition mentale, la tenue et le sable. La respiration, la concentration, tout ça. Ça peut devenir, ça peut donner des sueurs froides. Donc, ça peut être difficile à lire pour quelqu'un qui est claustrophobe. Parce que ça donne vraiment des sueurs froides. Parfois, c'est tellement bien expliqué la façon dont il est enterré sous le sable. Puis là, où il faut qu'il prenne vraiment le temps de respirer d'une certaine façon puis de se calmer. Parce qu'il y a différents... c'est pas tout le monde, d'abord, qui peut être plongeur. Tu as des examens d'admission d'école de plongée, tout ça, pour vérifier. Un peu comme un astronaute qu'on connaît aujourd'hui, là. Oui, puis un peu comme... Ben là, en fait, je fais appel aussi à la plongeuse en toi, parce que toi, tu es une plongeuse aquatique, pas une plongeuse de sable. Donc, il y a des cours à faire avant ça, mais il y en a qui n'ont pas d'aptitude, donc ils ne pourront jamais l'être, là, plongeur. Puis il y a ceux qui peuvent. Donc, c'est toute une question de mental, puis c'est une question... La dureté du mental. Oui, j'ai vu les boys vraiment aussi. Que la blague, celle-là. Et puis, on peut pas descendre à des profondeurs extrêmes non plus. Fait qu'il y a des endroits où les cités sont enfouies vraiment très, très profondément. Et puis, il y a des gens qui peuvent se rendre, d'autres qui ne peuvent pas. Il y en a plein qui meurent en descendant, asphyxiés. OK, c'est dangereux. C'est pas un métier que tu dis... Non, c'est l'élite qui peut faire ça, puis c'est l'élite qui a un petit peu le contrôle là-dessus, si on veut. Le livre, je suis curieuse, le livre nous amène à découvrir comment les humains survivent ou vivent sur la terre sablonneuse, ou c'est une quête qui est complètement... En fait, on va se concentrer sur une famille. C'est une famille de 4 enfants, un père et une mère. Donc, le père est un plongeur professionnel, mais il a abandonné sa famille il y a 10 ans de ça. Il est parti parce qu'il faut comprendre que la vie est très dure. Obtenir des choses, obtenir de la nourriture, obtenir de l'eau, c'est de l'acharnement. Les gens doivent vraiment toujours être en train d'essayer de trouver justement des moyens de faire revenir l'eau à la surface, l'humidité dans le sable, tout ça. Il y a toute une façon de faire. Et puis donc, les gens sont toujours un peu, sont pas en paix, sont toujours en mode de survie. Donc, ce père-là, qui était lui, on n'en parle pas beaucoup. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il est disparu et qu'il est parti, dans le fond, qu'il a abandonné sa famille, puis ça l'a créé un impact chez chacun des membres de la famille donc restants. Fait qu'on parle d'une grande fille et de 3 garçons à la suite. Donc, la grande fille est devenue, tout comme son père, une plongeuse professionnelle, puis elle, c'est tout ce qui l'intéresse, c'est plonger, ramener des choses à la surface, les vendre, se faire des sous pour pouvoir survivre. La mère est devenue tenancière de bordel. Ah, magnifique! Parce que c'est un monde dans lequel il faut survivre de la façon dont on peut. Puis donc, ses enfants ont un peu honte de ça. Donc, on va dire couper les liens de cette façon-là. Après ça, tu as le plus grand des garçons qui, lui aussi, est un plongeur, un peu moins hot que sa sœur, mais qui se défend. Il était quand même bon. Puis là, tu as le 3e garçon, lui, qui aimerait aussi être plongeur, mais il n'a malheureusement pas été accepté à l'école de plonger. Puis tu as le plus jeune qui n'a pas encore fait ses examens d'entrée. Si je me trompe pas, il était trop jeune pour ça encore. Sauf que lui, il est très intelligent. C'est
c'est un bricoleur, tout ça, puis c'est une famille qui se défend quand même, qui est assez haute. Puis Oui, on va puis, voir... tu sais, j'ai passé un commentaire jugeant sur la dame la mère qui Ben, tenait non, mais avec en un fait- ancien de bordel, mais pour vrai, la sexualité, c'est la base de l'humain, là, parce que Ben, en fait, s'il n'y avait pas de sexualité, il n'y aurait pas d'enfants, il n'y aurait pas de génération. ce business-là, dans le fond, fait en sorte qu'elle peut vivre. Ouais, c'est ça. Elle peut avoir des sous pour vivre. Puis avant, c'était pour faire vivre sa famille, mais maintenant qu'ils sont rendus tous les 5 un peu éparpillés aux 4 coins de... Et qu'ils l'ont renié ou qu'ils l'ont... Ben, tous les liens sont coupés. Les liens sont coupés. Dans le fond, on va focusser vraiment... Il y a une histoire... C'est une histoire de survie, c'est une histoire d'espoir. C'est qu'est-ce qu'il y a au-delà du sable? Est-ce que c'est vrai qu'ailleurs, il y a quelque chose de plus haut que ça? Est-ce que c'est vrai? Parce que leur père est parti, dans le fond, dans une direction vers l'est ou vers l'ouest. Il faudrait que je relise. Il est parti d'un bar. C'est un mystère à découvrir. Il est parti d'un bar. Parce que lui, parce qu'il y a plein de gens qui disaient, ben là-bas, il y a un monde différent, il y a un monde nouveau. Là-bas, on est libre. Là-bas, il y a autre chose. Il y a peut-être autre chose que juste du sable. Fait qu'il est parti à la découverte de ça. Sa famille, ben, se débrouille comme ils peuvent aujourd'hui, mais il y a le 3e garçon, lui, a un souvenir de son père qui est positif, puis lui voudrait, tout comme son père, partir pour essayer de découvrir qu'est-ce qu'il y a là-bas. Okay. Mais sauf que ce n'est pas un plongeur. Fait que lui, il va essayer de se débrouiller comme il peut. Dans le fond, on va avoir le point de vue des 4 enfants, un petit peu de la mère aussi. Il va arriver des événements qui vont les mettre dans le trouble. Et puis, c'est ensemble, en famille, qu'ils vont réussir à sortir du trouble. Fait qu'on peut pas parler d'une saga familiale parce que c'est un tome 1, fait qu'on n'est pas encore dans la saga. On peut dire que c'est une histoire familiale avec comme prétexte le post-apo pour les situer, si on veut, dans une situation de merde. Ça va vraiment pas bien. Puis moi, ce que j'ai trouvé la grande force de ce roman-là, c'était vraiment toute l'ingéniosité autour du système de déplacement dans le sable. Oui, ben non, c'est impressionnant. J'ai trouvé que c'était original, j'ai bien aimé ça. Ben, ça arrive, dans le post-apo, on nous parle souvent de la planète habitable encore. Contrairement à certains sci-fi où on nous la fait exploser puis il faut s'en aller ailleurs. Là, la planète est habitable, en tout cas. Il y a eu une apocalypse, et il s'est passé quelque chose. Il y a eu un événement, que ce soit par la main de l'homme ou que ce soit une catastrophe naturelle. Ben, il s'est passé quelque chose qui fait que le monde est rendu très difficile. Très, très difficile de vivre, mais les gens survivent. Mais la planète Terre existe encore. La planète Terre existe encore. Puis bon, on passe tout à fait par-dessus que... on n'explique pas pourquoi est-ce que la Terre, elle est ensevelie sous le sable. Ça, ce n'est pas expliqué. Puis j'ai l'impression que ça dérange pas tant. Si je peux faire... moi, mon goût personnel à moi, ce livre-là, un peu comme je parlais d'Un jour, une étoile il y a 2 semaines, ce roman-là, j'en aurais pris plus aussi. J'ai trouvé qu'on passait rapidement. En fait, on a vraiment focalisé sur l'histoire de chacun des membres de la famille, puis sa façon de se débrouiller. Sa façon de se débrouiller, puis la façon dont le problème de 1 va devenir le problème de 4, puis le problème de 5, puis après ça, c'est tout en famille, ça finit bien, par exemple. Ça finit sur une note d'espoir. J'ai bien aimé ça. J'étais super satisfaite de ma lecture. Encore une fois, j'en aurais pris plus. Si la suite nous amène seulement que dans le futur, qu'est-ce qui se passe avec les 4 membres de la famille, 5 membres, là, parce que je dis 4, je parle des enfants, mais il y a la maman aussi là-dedans. Si on parle seulement des membres de la famille, à savoir qu'est-ce qu'ils vont faire dans le futur, bon, ça va être correct. J'aurais vraiment aimé qu'il y ait une préface. Oui. Tu comprends? Un chapitre ou 2 là, pour expliquer qu'est-ce qui fait qu'ils sont tombés dans cet état-là. Vraiment, puis qu'on parle un peu plus du papa. Peut-être qu'on en parlera à ce moment-là dans le prochain tome. Je sais pas. J'espère. J'espère vivement. Parce que message à Hugues, si tu nous écoutes en français, même si t'es en anglais. Mais j'aime. En tout cas, bref, c'est quelque chose que j'aurais aimé qu'il y ait en savoir un peu plus sur la raison pour laquelle... Tu vois, je m'embarquais là-dedans comme on s'embarque dans une saga de 5-6 romans, mais c'est pas grave. En soi, c'était une lecture qui était très satisfaisante. Pour résumer, OK, on parle d'une vie, si on veut, sur le sable. C'est des nouvelles civilisations qui se sont construites tant bien que mal sur les anciennes, qui sont enfouies pour l'éternité. Puis les humains se sont adaptés, puis se sont mis à inventer des nouvelles façons de construire les maisons qui sont, malgré leurs efforts, toujours
à toutes les fois qu'il y a du vent puis qu'il y a du sable, ils sont toujours un peu ensevelis. Donc, à tous les matins, il faut qu'ils repellent un peu devant leur porte pour être capable de sortir de chez eux. Déneiger à vie! Déneiger à vie! Il y a des dunes de sable incroyables. Et puis, il y a même une ville où ils ont été capables de construire un mur Vent, genre, là? Ouais, anti-sable, anti-vent, pour se protéger, pour que la ville puisse rester un peu toujours dans le même état, si on veut, arrêter de toujours reconstruire. Parce que là, ils se construisent des maisons par-dessus des maisons, par-dessus des maisons. Fait qu'on parle pas vraiment de maisons, on parle plutôt de blocs d'habitation, si on veut, dans des espèces de caisses en métal, là. Fait que bon, dans une des villes qui ont réussi à rendre un peu habitable, ils ont construit une espèce de grand mur pour les protéger de ça. Mais tu vois que le mur, au fil des ans, tombe toujours un peu comme la tour de Pise, penche. Mais bon, ils font ce qu'ils peuvent. Mais c'est juste pour nous illustrer la puissance des éléments, du vent puis du sable. Puis nos 4 protagonistes, donc, se nomment Vic, Palmer, Connor et Rob. Puis ce sont des orphelins de père, comme j'expliquais tout à l'heure, qui les ont quittés il y a 10 ans pour aller voir si la vie était pas plus facile ailleurs. Puis c'est comme c'est cet élément-là qui a détruit la famille. C'est un peu autour de ça qui essaient de se reconstruire aujourd'hui, ces quatre frères et sœurs. Ouais. Puis ça commence avec l'objectif, si on veut, c'est un objectif général, c'est qu'il existe la ville de Denver qui est sous le sable. C'est une espèce de ville mythique. On peut comparer ça. Aujourd'hui, on sait que c'est Denver, mais bon, on comprend que dans le futur, comme ils n'ont pas d'écrit de rien, ils savent pas trop. En tout cas, eux, dans leur croyance mythique, la ville de Denver se situe quelque part. Et puis c'est une ville qui est dans laquelle il y a des richesses incroyables, là, parce que c'est quand même une grande ville. Oui. Fait qu'ils supposent avoir des grands immeubles, fait qu'ils peuvent remonter de là beaucoup de métal, du plastique, des matériaux pour les aider à survivre. Ouais, c'est ça, tu sais, bon, de la vitre, tout le kit. Fait que ils ont comme objectif de trouver cette place-là, mais des gens comme Vic, si on veut, Vic, c'est la plus grande sœur de la fratrie. Elle n'y croit pas, puis elle dit, moi, j'irai pas perdre mon temps, mon énergie à trouver ça. Sauf que là, il y a des pirates qui ont trouvé. Eux, ils se sont dit, c'est sûr que c'est là. Donc, le deuxième frère, Connor, lui, part avec ces pirates-là, puis se dit, ben, on va essayer de voir si c'est vrai. Et puis, en effet, c'est vrai, sauf que c'est tellement profond, c'est tellement difficile que ça se fait pas sans embûche descendre là. Et surtout que les pirates ont un autre objectif que celui de partager, évidemment, les ressources, les trésors, ouais, avec les pauvres bougres qu'ils ont envoyés là. Donc, ils restent enterrés sous le sable pendant un petit moment. Ça peut être aussi un petit peu angoissant. Tout ça, ça rajoute vraiment de l'ambiance, si on veut, très stressante au roman, mais c'est ce qui fait en même temps que le roman est excellent. Et puis, ça s'arrête pas là, évidemment, ce n'est que le début de l'histoire commence de cette façon-là, mais c'est tout ce qui va s'en suivre après, la raison des pirates, tout ça, qu'est-ce qu'ils font, est-ce qu'il existe vraiment quelque chose d'autre que du sable? Ah, c'est intéressant. C'est vraiment intéressant. Ça fait... Ouais, exactement. Donc, je suis contente que ce soit un tome 1 puis qu'il y ait une suite. J'ai hâte de voir si la suite va être aussi... va apporter les réponses aux questions que moi, personnellement, je me pose. J'ai hâte de voir. Je vais attendre qu'il soit traduit parce que là, il est sorti en anglais. Puis, comme je l'ai commencé en français, je vais faire ma paresseuse, je vais le poursuivre en français. Est-ce que tu as fait cette lecture-là cette année? Ça date de combien de temps? C'est très récent. OK. Je l'ai fait ce printemps. OK. Ouais, c'est Et ça. au moment où tu en as fait la lecture, tu savais qu'il y avait un tome 2 ou pas? Une fois que je l'ai terminé, je suis allée vérifier, puis j'ai vu qu'il y avait, oui, un tome 2. Est-ce que ça a un impact, toi, sur à savoir si tu commences ou pas une série, un livre? Non. Tu vas le commencer, puis tu vas dire, peu importe quand ça sort, le 2 va sortir, va être disponible, même si ça fait 2-3 ans. Ouais, en fait, ma façon de fonctionner, si j'ai le feeling que je vais aimer une série, OK? Par exemple, le Silo, c'est sorti Silo 1, 2 et 3. Bon, là, c'est juste parce que peut-être que Bernard va m'offrir la suite. Je l'ai pas fait, mais en général, quand j'achète le tome 1, j'achète le tome 2 puis le tome 3 en même temps. Comme ça, je sais que quand j'ai fini le 1, j'enchaîne avec le 2, j'enchaîne avec le 3. J'aime ça quand je commence une série.
D'avoir accès à son matériel. Exactement, plutôt que d'attendre, tout ça. Bon, ça, c'est ma façon de faire généralement. Mais là, d'avoir commencé celui-là en tome 1, sachant que le tome 2 va probablement pas sortir avant l'année prochaine ou l'autre année d'après, j'ai le temps de lire bien des affaires d'ici là. Ben oui, mais c'est la capacité de se souvenir. Moi, je trouve ça hot. Parce que tu vas-tu relire le 1 ou tu vas tout de suite sauter dans le 2 puis tu vas dire, ah, OK, c'est beau, je vais être capable de. Ça dépend. Ça dépend du talent de l'auteur Ouais. de nous permettre de faire comme un résumé, comme dans les séries. On écoute, là, on a Ouais, 2-3 toujours un minutes. petit récapitulatif. C'est Ça dépend vraiment de l'auteur. Ça arrive des fois qu'il y en a qui ont la bonté d'âme de nous offrir une remise en situation, ou encore, on va, dans le premier chapitre, ça va être finement amené que vous vous rappelez, il faisait telle affaire, vous vous rappelez. Fait que dans ce temps-là, ça nous aide. Sinon, il y a des sites aussi qui offrent des divulgateurs. Pour vrai? Ouais, eux autres, ils vont te faire le résumé du livre en long, en large et en travers. Ils vont vraiment te donner tous les spoilers, tous les divulgachages. Ils vont vraiment tout donner pour, justement, si tu veux à pouvoir faire un résumé de lecture ou si tu veux pouvoir reprendre une suite sans avoir à te retaper la lecture de ces romans-là. C'est très... Moi, j'en ai pas consommé, j'en ai pas trouvé, j'en ai pas cherché non plus. Ça m'est pas encore arrivé d'être assez mêlée dans une série pour me dire où est-ce que j'en suis rendue. Mais je peux comprendre que si tu as arrêté un livre et que tu reprends la suite 3 ans plus tard, tu sais plus trop où est-ce que tu es rendu, là. Ben pour vrai, je vais le faire l'exercice avec... je suis en train de lire... j'ai dans ma pile à lire, Ouais. j'ai une suite. C'est un 2 tomes. Puis le deuxième tome que je suis rendue à moitié, je ne l'ai pas lu depuis, je pense, ça fait 18 mois. Je ne sais pas à quel point je vais être vraiment bonne à me replonger dans l'univers. J'ai terminé il n'y a pas si longtemps le deuxième tome d'une série de 2 livres de Eric Kennel, Les 35 doigts d'un démon. Entre le premier et le deuxième, il y a eu 3 ans. Honnêtement, ça a été tough. Je dois reconnaître que ça a dû avoir un impact sur le plaisir de la lecture. Parce que lui, quand il les a écrits, probablement qu'ils étaient très près l'un de l'autre. Ouais. Il n'a pas senti l'importance de faire une remise en contexte. Ça a été, en tout cas, moi, je l'ai trouvé plus difficile. Et encore dans ma pile pour cette année, ma pile à lire un défi avec, je pense qu'il est dans le MH, la lectrice, je pense. C'est l'aîné de... de Christopher. Oui, Paolini. Paolini. Fait que celui-là, je suis rendue à la... J'ai lu L'aîné, Eragon au complet. OK. Le deuxième, c'est l'aîné. Puis il y a le nom que je suis pas capable de dire du troisième tome, là. C'est Brusk. Il est là, mais il y a des photos devant mon livre. Puis c'est correct. Pour tasser ma photo, il faut que je tasse mon chien. Mais ça commence par B, puis c'est... Oui, je sais. Breezinger. Je pense quelque chose comme ça. Là, je dis peut-être n'importe quoi, mais je sais de quoi tu veux parler. Mais je suis rendue aux 3/4 du deuxième livre. Puis là, on parle pas de 2-3 ans, on parle de probablement une dizaine d'années. Oui, fait que j'ai vraiment hâte de voir comment... Mais je sais pas, j'ai envie de faire confiance à ma mémoire. C'est vrai, des fois, il y a on reconnecte, puis on dit « Ah oui. » Puis sinon, on finit par rattraper, là. Ben oui. Mais c'est des lectures qui sont un peu plus denses, là. Ceux-là, ces livres-là, cette série-là. J'ai hâte de voir. Puis là, je suis en même temps actuellement un peu frufru parce que j'ai voulu m'acheter tout de suite le dernier tome de la série et je le trouve juste en poche. Justement, parlant de cette série très populaire, quand j'ai terminé le tome 3, il y a de cela plusieurs années, j'ai voulu m'acheter le tome 4 et puis j'arrive en librairie puis je vois l'aîné sur présentoir puis je me dis « Ah, ben tiens, c'est le tome 4. » Je l'ai racheté. Fait que j'ai acheté 2 fois le tome 2. Oh non! Alors, j'ai jamais, comme toi, acheté le tome 4. Et puis là, sincèrement, je pense pas que je vais finir la série. Là. Moi, perso, il faudrait vraiment que je relise le 1, le 2 puis le 3 avant de lire le 4 parce que... Mais moi, j'ai adoré. Un coup de cœur infini du premier livre. J'ai vu le film, j'ai fait comme « Ah, pourquoi vous avez autant gâché? Pourquoi c'était si simple, tu sais, de garder l'intention de... Je sais pas, c'est un peu comme actuellement, tu sais, on change un personnage de sa nationalité, de sa culture, tout ça, pourquoi? Tu sais, ça, c'est des questions qu'on se pose, mais dans ce livre-là, entre ce que le roman était et ce qu'ils en ont fait dans le livre, dans le film, c'est-à-dire, c'était des changements, mais probablement, tu sais, que les gens qui n'avaient pas lu le livre, ils s'en ont
tu sais, il s'en balançait, puis c'est correct. Là. Tu sais, En moi, même j'ai temps, été ça n'a pas capable. eu un grand succès au cinéma. Là. Non, c'est ça qui est ça, triste. là. Moi, j'en aurais tellement pris plus, mais Ouais. c'est ça. Moi, j'ai adoré le livre, j'ai adoré la trame sonore. Hey, j'ai La adoré trame. la trame sonore. La trame sonore du livre. Du film. Du je veux film, dire. ah oui, la bande, toute la musique. C'est vraiment, j'ai vraiment adoré. J'ai eu de la misère à finir le 2 parce qu'il y a quelque chose qui me manquait. On dirait que, je sais pas, je veux pas, je pense que quand l'auteur a écrit les films, je suis bien désagréable. Quand l'auteur a écrit les livres, il était quand même jeune. C'était un jeune Oui, auteur à c'était un l'époque. très jeune auteur. Mais je n'ai pas entendu parler de d'autres livres qu'il a fait. Alors, je sais pas comment il a grandi dans son métier, Ouais, dans je sa l'ai profession pas mal d'auteur. abandonné après ça. Moi, j'ai pas poursuivi sa carrière. Fait qu'il faudrait que je vérifie s'il a écrit autre chose. Mais en même temps, aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de M. Christopher. Non, on est là. En fait, on faisait des liens avec les suites. Oui, c'est ça. À savoir, est-ce qu'on est obligé de relire un livre quand on est... Quand il y a eu quelques années, quelques mois entre le tome 1 et le tome 2. Mais aujourd'hui, il existe, comme je t'ai dit tantôt, des outils, là, des gens qui sont assez fins pour aller faire des nous aider. des vidéos là, ou expliquer de hey, sinon, je reviens encore avec ça, vous allez me trouver tannante, mais il y a toujours l'option de le réécouter à l'audio. Là. Ben non, c'est pas tannant, c'est une super C'est belle vrai, option. puis des fois, ça amène vraiment juste une dimension différente quand il y a une voix. Et ça serait tout ça le mot de la fin? C'est tout ça qui compléterait dans le sens où, entre quand il y a un espace-temps significatif entre le tome 1 et Si le vous tome voulez 2. pas, c'est vrai, non, oui, ça pourrait être le très beau mot de la fin. Si vous ne voulez pas avoir à vous retaper une lecture, ou des fois, c'est un livre que vous avez loué à la bibliothèque ou quelqu'un vous a prêté, puis allez le rechercher à l'audio, ça peut être une belle façon de le revisiter, puis de vous remettre à jour, puis de le découvrir d'une façon différente. Parce qu'on n'est pas être déçu à l'audio, c'est pas comme quand un livre est repris en film, là, ça, on peut être déçu. Oui, c'est Mais ça. à Parce que l'audio, c'est la même histoire, là. C'est la même chose, mais avec une belle voix par-dessus. Généralement. c'est obligatoire. Ouais. On en a fait un podcast il y a pas longtemps. Oui. Pour ceux les curieux, allez l'écouter. Mais moi et Marie-Claire, on est toutes les deux unanimes sur le concept. Ça prend une voix qui nous fait du bien. Autrement, C'est ça. achetez-les pas! Tant Écoutez-les pas! Prenez ça! Ça, c'est quelque chose que tu m'as donné, puis on repart pas sur le livre audio, là, mais c'est quelque chose que tu m'as donné comme truc. Écoutez l'extrait, ça change la vie. Ben, vraiment. Avant de peser sur utiliser mon crédit ou acheter. Tu peux toujours faire échanger ton livre s'il fait pas ton bonheur, mais en effet, écouter l'extrait audio, ça aide vraiment à te... Absolument. Ouais. Hey, merci Marie-Claire Ça fait d'avoir plaisir. été là pour cette série. J'espère du- que malgré, c'est ça, j'avais l'impression d'être un peu plus brouillon pour ce livre-là, mais il méritait pas de brouillonnisme, il méritait non. du professionnalisme, mais j'espère que vous allez avoir envie de le lire. Certainement. Parce que, au-delà de la belle couverture, il y a un beau texte en arrière de ça, puis il y a une belle histoire. Qui pourrait se transformer en saga familiale, qui n'est pas le cas pour l'instant. Ouais. On est juste dans le tome 1, avec une vision du futur. Vraiment, en tout cas, moi, je ne serais pas assez sur le sable pour pouvoir dire que j'aimerais que cette Je réalité... pense que personne la veut, cette réalité-là. Qui veut vivre sur Tatooine? Sérieux, là? Qui était une planète aquatique avant? Ben là, on se lancera pas là-dedans. OK, bye, monde! Merci, Marie-Claire, d'avoir été là, d'avoir conclu aujourd'hui ce bloc science-fiction avec Outre-Sable. J'ai bien prononcé. Oui, Outre-Sable de Yu-Oh-Oui. Merci à vous, auditeurs, en espérant que vous avez apprécié cette émission. Et en attendant notre prochain partage, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager et aimer les différents contenus du podcast Samedi de lire. Mes réseaux sociaux à moi, c'est tout simplement Véro. Et moi, c'est l'Araton Liseur sur Instagram. Et au plaisir de vous revoir ici ou ailleurs. Bonne journée! Au revoir!